À tout le monde. Bonsoir, hein. Nous sommes heureux de vous avoir pour le webinaire lundi parlons radiologie de ce soir, avec comme sujet l'imagerie de l'épaule douloureuse. Il nous sera présenté par le docteur Junior Amanako, qui est spécialiste en imagerie médicale et radiologue général au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, avec comme panéliste le professeur, le professeur Béa Et- Sori, avec comme panéliste le professeur Robert Béa, MD, MCU, PhD de l'Université de Poitiers, professeur à l'Université Notre-Dame du Kassai et à l'Université de Kinshasa. Il est chirurgien orthopédiste traumatologue et professeur d'anatomie, biomécanique et simulation. Sans plus tarder, nous donnons la parole au docteur Junior Amanako. Merci, docteur Kouzouma. Merci à tout le monde. Bonsoir, hein. Nous allons continuer pour aujourd'hui dans la même dynamique, hein. Donc, j'ai voulu toujours rester dans ces thèmes qui regroupent en fait beaucoup d'entités nosologiques. Comme ça, on sort quand même avec beaucoup de formations. Mais en ce qui concerne l'épaule douloureuse, vous remarquerez que la liste ne sera jamais exhaustive, hein, parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui puissent donner une douleur au niveau de l'épaule. Mais pour ce soir, nous n'allons nous limiter qu'aux pathologies dégénératives. Dans les pathologies déjà tendineuses de l'épaule, la capsule rétractile et l'épaule instable. L'arthrose, l'ostéonocrose, je pense que c'est connu de tous. Ça rendait un peu la présentation très complexe. Je me suis dit, bon, je garde quand même les trois premiers, les pathologies les plus fréquemment rencontrées. Mais après, la liste n'est pas exhaustive, hein. Il y a des atteintes infectieuses, il y a des atteintes tumorales qui puissent toujours donner une douleur au niveau de l'épaule. Mais pour des raisons vraiment pédagogiques, on va se limiter aux trois premiers pathologies. En fait, on va faire un bref rappel anatomique pour nous mettre un peu dans le bain. On va insister en fait sur les éléments qui vont nous intéresser par rapport aux trois premiers pathologies que nous allons étudier. En ce qui concerne les pièces osseuses, en fait, l'articulation de l'épaule, comme on les connaît tous, elle est constituée en fait elle est faite par la surface articulaire de la tête humérale et la scapula, dans la glène de la scapula. Ce qu'il faut déjà dire à ce stade, c'est que l'épaule, c'est vraiment une vraie énarthrose incongruente. Ça signifie quoi? Ça veut dire que la surface articulaire de la tête humérale, elle est large comparativement à la surface articulaire de la gaine qui est petite. Et, euh, et c'est là, en fait, entraîne une discordance au niveau de cette surface articulaire qui donne à l'épaule son avantage d'être une articulation la plus mobile du corps humain, mais aussi le désavantage d'être l'articulation la plus instable. On estime qu'en fait, les rapports articulaires et aux alentours de 30% des contacts entre les deux surfaces articulaires. Donc, vraiment, il y a un faible contact pour des surfaces de congruence. Et en fait, l'organisme s'est arrangé pour protéger cette articulation, de mettre tout autour ce qu'on appelle les éléments de contention qui vont, d'une part, garder la mobilité de l'épaule, mais aussi empêcher en fait cette instabilité. Alors, les éléments de contention au niveau de l'épaule, on ne va pas faire un cours d'anatomie ici, mais vraiment à titre de rappel, euh, nous avons les éléments passifs et actifs. Les éléments passifs, ça sera les complexes capsulo-labro-ligamentaires
on voit que le corps humain met au niveau de la glène, en fait, les labrum, qui va augmenter, en fait, la surface des contacts avec la tête humérale, et ça évite cette instabilité de l'excitation itérative. Et il fallait aussi dire, bon, la surface articulaire, on s'en fout un peu. Pour les ligaments aussi, bon, il y a un complexe ligamentaire quand même sur la face antérieure qui est fait des ligaments gléno-humérales supérieurs, moyens et inférieurs. Mais on va insister dans les diapos qui suivent. Alors, un élément à insister sur les radios, en radiologie, chaque fois que nous allons regarder les clichés de face de l'épaule, on va toujours regarder cette arche en fait sous-acromiale qu'on appelle l'espace sous-acromial, qui est un élément très important dans la sémiologie en fait des pathologies hein, de l'épaule. Vous remarquerez qu'avec la suite, c'est un élément que nous allons regarder fréquemment, que ce soit pour les pathologies dégénératives transfictiantes ou non transfictiantes, c'est un élément qui va nous aider. Alors, je vais déjà insister ici sur un tunnel qui a un intérêt médical très important qu'on appelle l'intervalle du rotateur. Vous allez voir que cette notion va nous aider quand nous allons aborder les chapitres sur la capsule rétractile. En fait, ces tunnels musculaires, il est composé en avant par les muscles ou les tendons subscapulaires et derrière, on aura les tendons ou les muscles euh, supraépinés et au sein de ces tunnels, il va passer en fait la longue portion du biceps. Et ces tunnels, il est renforcé en haut par des ligaments importants qu'on appelle ligaments coraco-huméral et ligaments gléno-huméral supérieur, qui vont en fait constituer la poulie antérieure pour renforcer en fait la contention du long portion du biceps. Donc, vous verrez que l'épaississement, soit du ligament coraco-huméral ou gléno-huméral, va combler cet espace qu'on appelle l'espace d'intervalle du rotateur et limiter les mouvements de la capsule articulaire, être à l'origine de ce qu'on appelle la capsule rétractile. Donc, cette pathologie, il faut déjà connaître cette notion et puis savoir les rechercher en imagerie parce que les implications thérapeutiques en dépendent. Alors, pour les complexes musculaires et tendinés, hein, donc il faut comprendre que je vais vraiment insister seulement sur les tendons de la coiffe de rotateur parce que c'est ce qui nous intéresse. Les tendons, la coiffe de rotateur sont quatre. C'est les tendons du muscle supraépiné, les tendons du muscle infraépiné et les teres minors qu'on appelait anciennement les petits ronds. Et les quatrièmes tendons sur la face antérieure, c'est les subscapulaires. La longue ponction du biceps ne fait pas partie de tendons de la coiffe de rotateur, mais au vu de sa proximité, vous verrez que ces pathologies sont fréquemment associées avec celles de la coiffe de rotateur, ce qui fait que dans beaucoup de bouquins, on les met même ensemble, et donc comme si ça faisait vraiment partie des tendons de la coiffe de rotateur. Et vous remarquerez que chaque fois qu'on va faire une étude des tendons de la coiffe de rotateur, on parlera toujours du long portion du biceps parce que sa pathologie est très souvent associée. Et à part ça, il faut aussi signaler qu'il y a une bourse en fait qui cravate ces complexes musculaires qu'on appelle la bourse sous-accommodothédienne, qui réagit très souvent aux pathologies dégénérative, même mécanique de l'épaule, vous verrez toujours une réaction liquidienne en son sein. Ce qui fait qu'il y a quand même lieu de connaître hein, que ça commence vraiment au niveau de sa portion intra-articulaire et ça descend sur la berge latérale. Donc, les épanchements, il ne faut pas seulement les rechercher en haut, il faut vraiment aussi venir les chercher sur sa portion latérale. Alors, ça sera vraiment tous les éléments, vrai, qui vraiment, ce sont les éléments qui vont nous aider dans la prise, dans la suite de la présentation. Alors, sans plus tarder, on va commencer par les pathologies tendineuses de l'épaule. Les pathologies tendineuses de l'épaule, déjà, quel outil utiliser? Les chirurgiens les savent très bien que la clinique est très importante parce qu'il existe des manœuvres et ils savent, hein, j'ai oublié les noms, qu'on utilise déjà pour savoir quel est les tendons qui est intéressé. Est-ce que c'est la longue fonction du biceps? Est-ce que c'est le subscapulaire? C'est les longs?
supraépinée, l'infraépinée. Quand j'ai commencé ma pratique échographique musculo-squelettique, je les faisais tous les jours, déjà avant de toucher les patients, de savoir sur quel tendon je dois insister. Est-ce que ça sera le supraépiné, les longs? Mais après, quand euh, mis confiance avec mes coupes, voilà, je n'en fais plus trop parce qu'il sait que je vais regarder chaque tendon calmement. Donc, s'il y a une pathologie, je vais le voir. Mais au début de ma pratique, je regardais, je faisais toujours ces tests cliniques. Déjà, cliniquement, je sais que probablement c'est tel tendon qui est intéressé. Il faut vraiment insister dessus. La radiographie, on ne peut pas s'en séparer en imagerie osteoarticulaire. On commencera toujours par ça en première intention. Ça va vous éviter des hyperdiagnostics parce qu'il y a des images IRM ou échographiques. Vous regardez, vous comprenez rien. Pourtant, le diagnostic, il est radiographique. Donc, pour les pathologies dégénératives de l'épaule, on aura besoin des incidences dépassent les trois rotations, la rotation nette, rotation médiale et les rotations latérales. On fera une incidence de l'AMI. Et puis, lorsque nous suspectons une atteinte de la coiffe de rotateur, on fera toujours une incidence des faces strictes. En fait, cette incidence des faces strictes nous permet de bien mesurer cet espace sous-accommodé. Parce qu'en fait, lorsqu'il y aura une diminution de cet espace aux accommodés étudiants, on s'est dit, certainement l'occupant qui en fait le muscle ou le tendon de la coiffe rotateur, il est lésé, il est diminué, c'est qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'il y a une lésion ou soit il y a des calcifications au niveau de cet espace? Donc la radiographie, elle est très informative. Chaque fois qu'on parlera des douleurs de l'épaule, commencez toujours par la radiographie. À la limite, couple écho-radio, si jamais il n'y a pas des éléments qui nous font avancer dans le diagnostic, on pourra aller très loin, demander une IRM ou un arthroscanner. Hmm. Et en deuxième intention, on fera l'écho, l'IRM ou l'arthroscanner, parce que l'échographie a cette capacité de montrer vraiment les signes directs. Donc, s'il y a une rupture ou il n'y a pas une rupture, s'il y a une fissuration, il n'y a pas une fissuration, l'échographie peut même montrer avec les modes Doppler s'il y a des hyperémies au niveau de la région digestive, en fait, d'une atteinte inflammatoire. Et euh, si on n'a pas de réponse avec l'échographie, on peut toujours recourir à l'IRM. L'IRM, vous voyez, tout cet espace qui est normalement occupé par le muscle et la terminaison du tendon supraépiné, il y a vraiment un remplacement par un signal liquidien. Tout ce qui est blanc là, c'est du liquide parce qu'il y a une rupture en fait de tous ces tendons. Ils se rétractent en fait et il y a un remplacement des signaux liquidiens. Donc, l'IRM, c'est vraiment ce qui va vous aider, un examen non invasif, parce que là, on ne se sert que du liquide intra-articulaire qui vient en fait mouler tous ces remplacements, toute cette place des ruptures qui est remplacée par ces signaux liquidiens. Mais si, pour des raisons que nous ignorons, l'IRM ne sait pas répondre à la question, l'arthroscanner reste le gold standard devant les études des lésions ligamentaires et tendineuses de l'épaule. Parce qu'au cours de l'arthroscanner, on va injecter un produit dans l'articulation, et les produits de contraste va mouler partout où il y a des fuites, il va entrer les images d'addition, et puis nous, on va analyser pour voir est-ce que c'est des ruptures partielles, c'est des ruptures transfixiantes. Donc, en règle générale, qu'est-ce qu'il faut rechercher quand on pense à une lésion du tendon, des tendons des coiffes de rotateur? Soit ça serait des tendinopathies dégénératives, soit ça serait des ruptures partielles, soit ça serait des ruptures transfixiantes. Pourquoi je les divise comme ça? Les tendinopathies dégénératives, on va avoir juste une déformation de la terminaison du tendon, augmentation de la taille, des anomalies des signaux. Mais dans les ruptures partielles, comme j'ai bien mentionné là, l'épaisseur du tendon, elle est là. Soit vous avez juste une atteinte du versant profond, qu'on appelle les ruptures partielles profondes, soit vous avez une atteinte du versant superficiel, qu'on va appeler les ruptures partielles superficielles, soit il n'y a ni une atteinte profonde, ni une atteinte superficielle, vous avez juste un clivage tendineux, qu'on appelle aussi des fissurations interstitielles.
Donc, il y a une atteinte de rupture, mais qui ne prend pas toute l'épaisseur du tendon. Ce sont des ruptures partielles. Et les ruptures profondes, en fait, ou transfixiantes, ici, toute l'épaisseur du tendon est intéressée, mais soit il prend juste une petite portion, ou ça prend toute la portion du tendon. Elle est transfixiante, mais complète. Elle est transfixiante, mais perforative. Donc, on parlera des perforations tendineuses et puis ici des ruptures complètes. Mais les D restent des ruptures transfixiantes parce que l'atteinte commence depuis les versants superficiels jusqu'au versant profond. Donc, quatre lésions à rechercher, hein. Donc, les tendinopathies dégénératives, les fissurations partielles, les perforations et les ruptures complètes. Pour les tendinopathies dégénératives, il y en a des types. On parlera des tendinopathies qui seraient calcifiantes et des tendinopathies non calcifiantes. En fait, les tendinopathies non calcifiantes, les patients viennent avec des douleurs de l'épaule. Vous faites la radio, elle est normale parce qu'en fait, je prends toujours l'exemple des supraépinés parce que c'est très pédagogique. Les supraépinés qui se trouvent dans cet espace sous-accueillant lymphoïdien, lorsqu'il y a une tendinopathie dégénérative, il va augmenter des volumes et il y aura une anomalie des signaux au niveau de sa terminaison. Sur les radios, l'espace sous-acromial ne va pas bouger, donc il n'y aura pas de diminution de l'espace sous-acromial. Comme c'est une tendinopathie qui est non calcifiante, il n'y aura pas de calcification au niveau de cet espace. La radio serait normale. Les seuls examens qui puissent vous aider, ça sera d'abord l'échographie. Si vous avez la possibilité d'objectiver ces anomalies des signaux au niveau de la terminaison, vous faites les diagnostics. À la limite, si l'échographie elle est aussi non parlante, on peut faire l'IRM parce que l'IRM, elle est très informative avec les séquences des TD-FATSAT. Ça va remonter les anomalies des signaux de la terminaison. En T1 aussi, on peut voir quelques anomalies des hypersignaux T1. Mais après, je pense que les T-d'étoiles restent quand même très explosifs. Ça montre bien les lésions. Mais déjà, à ce stade, il faut dire qu'il y a une étude que l'équipe des Cochin a réalisée concernant les tendinopathies dégénératives. L'équipe des Cochin pense que, bien que dans l'évolution de la maladie, on commence toujours par une tendinopathie dégénérative, surtout pour les lésions qui ne sont pas non traumatiques, hein. Il y a toujours une tendinopathie dégénérative. Il va s'en suivre des fissurations partielles et puis des fissurations transfixiantes. Mais l'équipe des Cochins a démontré, même pour les lésions dégénératives, si vous faites un arthroscanner, il y a toujours une petite participation de rupture. Il y a toujours des petites ruptures profondes qu'on ne voit pas à l'IRM ou au stade de Wittendt ou à l'échographie. Mais quand vous faites l'arthroscanner, il y a toujours des petits passages de pontaste au niveau du corps tendiné ou au niveau des lanthèses. Donc, ce qui fait que l'équipe des Cochins ne parle vraiment pas des tendinopathies dégénératives. Dès qu'il voit ça, il dit image suggestive d'une rupture partielle profonde. Intérêt de confirmer par l'arthroscanner. Mais après, sur le plan des traitements ou thérapeutiques, lorsque les fissurations sont petites, les chirurgiens ne vont rien faire en fait. Donc, nous n'avons pas tellement besoin d'aller mettre les aiguilles sur les épaules de tous les patients chaque fois que nous suspectons une tendinopathie dégénérative, aussi longtemps que derrière, les traitements ne vont pas suivre. Donc, nous, dans notre pratique, dans ma pratique, en fait, moi, je garde vraiment cette terminologie lorsqu'il y a des anomalies des signaux. Et puis, dans beaucoup d'écoles où on fait l'imagerie ostéo-articulaire, ils gardent cette terminologie, ils continuent à dire tendinopathie dégénérative. Lorsque la rupture, elle est partielle, ça se voit déjà à l'échographie, ou elle est transfixiante, ça se voit pas, on fera l'IRM, l'IRM va confirmer. Donc, ce qui fait que je garde quand même cette terminologie. Et les deuxième groupe de tendinopathies dégénératives, ça sera la forme calcifiante. La forme calcifiante, on verra que la radio a une part très, très importante parce que la radio va nous montrer vraiment la calcification, soit au niveau de l'insertion, soit au niveau vraiment du corps tendiné.
Et puis, chaque fois qu'il y aura une tendinopathie dégénérative calcifiante, il faut déterminer des éléments, les types de la classification et la localisation. Pourquoi les types? Il y a trois types selon la classification des mollets. Ici, on voit une classification qui est homogène à contour net. Les types B, la classification qui garde toujours ce contour net, ça peut être fragmenté, un peu hétérogène, mais les contours restent quand même nets. Et les types 3, on voit pratiquement rien, et des contours un peu flous, hétérogènes. Et c'est là pour aider l'interventionniste qui va faire les gestes, que ce soit les radiologues ou les chirurgiens, est-ce qu'il est en face d'une classification qui est dure, qui est molle, et en fonction de ça, il saura préparer les matériels de l'intervention et puis prévoir ou non un geste après quelques semaines encore pour compléter si jamais il reste encore quelques fragments à retirer. Et à part ça, la localisation, il faut toujours déterminer votre calcification, elle se situe dans quel déjà tendon et deuxièmement, en fonction de ces tendons, est-ce que la classification est au niveau des lanthèses? Lorsque la classification est au niveau de l'anthèse, on parlera d'anthésopathie d'insertion. Est-ce que la classification est située à 1 cm par rapport à l'anthèse? On parlera de tendinopathie calcifiante. Et puis, dire aussi, est-ce que la classification, elle est située sur la portion superficielle ou sur la portion profonde? Mais là, on n'a pas besoin d'autres. C'est l'échographie, hein. L'échographie montre très bien les classifications. Il suffit de bien suivre ton tendon avec les coupes échographiques de référence, derrière en avant, du haut vers le bas. Vous allez déterminer. Comme ici, voilà, cette petite image linéaire hein, sur le versant superficiel. Et puis, cette petite image sur le versant profonde, donc on peut bien voir les calcifications à l'échographie. On est aidé aussi lorsque les calcifications sont volumineuses par les cônes d'ombre postérieure. Ça, c'est plus facile. Mais pour des calcifications fines comme ça peut être un peu difficile, mais il faut savoir les suivre dans tous les plans. Vous tournez votre sonde. Généralement, on arrive à s'en sortir. Alors, après les tendinopathies dégénératives, suivra les chapitres de fissuration partielle. Alors, chaque fois qu'on parlera des fissurations partielles, c'est comme je vous ai dit, soit ça sera une fissuration sur les versants profonds, soit sur les versants superficiels, soit ça sera un clivage vraiment intratendiné. Les autres l'appellent fissuration interstitielle, c'est la même chose. En fait, l'intérêt du radiologue, c'est de démontrer qu'effectivement, il y a l'existence d'une lésion fissuraire partielle. Alors, on sera aidé, bien sûr, par la radio en fonction de la teinte des tendons. Si les tendons, il est vraiment très, très lésé, on peut avoir une diminution de l'espace sous-acromial. Après, l'échographie restera quand même le maître d'IG parce que l'échographie va montrer vraiment l'anomalie des signaux qui intéressent soit les versants profonds, soit les versants superficiels. Et on est toujours aussi aidé par un petit signe sémiologique, cette lame liquidienne réactionnelle au niveau de la bourse sous-abdominale liquidienne. Mais à ce stade, il faut dire qu'on peut être aidé par l'IRM, bien entendu, en se servant des, la composante liquidienne intra-articulaire. Je vois, j'avais une belle image ici. Bien vu ici, par exemple. Donc, quand vous avez une composante les liquides intra-articulaires, lorsqu'il y a une fissuration, ça peut passer et puis vous montrer vraiment, confirmer vraiment la rupture. Mais ce qu'il faut dire, pour tout ce qui va concerner les fissurations profondes et les clivages intrantendinés, du fait qu'il y a un contact avec la surface articulaire, ici aussi il y a un contact avec la surface articulaire, chaque fois qu'on fera l'IRM ou l'arthroscanner, l'IRM, on va se servir du liquide intra-articulaire, l'arthroscanner, on mettra du contraste dans l'articulation. Ce contraste, en fait, va passer et puis va communiquer avec, va créer une image d'addition avec la lésion fissuraire. Par contre, pour les fissurations superficielles, comme il y a déjà des fibres intactes qui vont empêcher les liquides de passer ou les contrastes de passer,
cet examen, en fait, les fissurations partielles, on ne le verra pas à l'arthroscanner. C'est qu'en fait, il faut faire vraiment opacifier la bourse sous-accommode étudienne. Comme la bourse sous-accommode étudienne est au contact du versant superficiel, c'est en ce moment-là que ça va passer. J'ai mis une image ici pour bien illustrer mes propos. Donc, si vous opacifiez la bourse sous-accommode étudienne et qu'il y avait une rupture, tu vois, ça passe en fait. Mais si vous avez pas opacifié en intra-articulaire, comme nous sommes habitués à les faire, il va jamais passer parce il y a toujours une fine bande de fibres ici qui reste encore intacte, qui vont empêcher en fait les passages des produits de contraste, qui est un élément qui va prouver en fait l'existence de cette lésion. Mais après, on n'en fait pas trop souvent les boursos scanners. Pourtant, techniquement, c'est pas difficile. Donc, il faut juste si c'est donné. Je sais qu'à Kinshasa, on n'en fait pas trop d'arthroscanner. Mais pour les pathologies de l'épaule, que ce soit dégénératives ou fissuraires, l'écho peut déjà nous aider, l'IRM, mais l'arthroscanner reste quand même les gold standard, hein, reste vraiment le maître du G pour des lésions douteuses à l'IRM. Nous, on n'hésite pas de convoquer les patients pour faire l'arthroscanner. Après, les ruptures transfixiantes, ce sont les ruptures qui vont intéresser toute l'épaisseur du tendon. Et la radio va être très informative comme toujours, parce qu'en fait, comme l'occipon, il est complètement lésé, donc on voit en radiographie qu'il y a une élévation de la tête humérale qui vient former une néo-articulation avec l'acromion. Donc, or, à l'état normal, ici, il n'y a jamais de neuroarticulation. C'est un espace en c'est une arche en fait sous-acromion étudienne. Mais ici, tu vois, ça vient vraiment très élevé, venant au contact de l'acromion, former une neuroarticulation. Une rupture du centre homo-huméral, et ça fait les diagnostics. Mais après, les chirurgiens ne va jamais aller opérer parce que là, il y a vraiment les éléments suggestifs en fait d'une rupture transfixiante. Les chirurgiens ont besoin d'autres éléments complémentaires pour les motiver, d'amener les patients au bloc, sachant que son geste, ça sera, il y a combien de chances en fait que son geste soit réussi. L'échographie va confirmer la rupture. Bien entendu, ça peut vraiment montrer qu'au niveau de la terminaison, il y a les zones de séparation. Lorsque l'atteinte, elle est vraiment très, très prononcée comme ici, comme ça, les tendons n'existent plus. Donc, même si vous faites l'échographie, on aura juste un vide, on voit que les tendons n'existent pas. Compartiment, ici, on voit beaucoup de tendons, mais ici, tout est affaissé. Or, pourtant, les tendons, il est voluminé comme ça, hein. Et si vous avez une zone où vous avez tout est ratatiné comme ça, même si vous ne voyez pas du liquide, vous êtes en droit d'affirmer la possibilité d'une rupture transfixiante. Si vous êtes dans un centre où il y a la possibilité de faire l'IRM ou l'arthroscanner, vous pouvez demander toujours de compléter par une IRM ou un arthroscanner. Et il y a un autre élément, un autre signe sémiologique qui nous aide, c'est les signes du double penchement. Si vous avez du liquide le long de la gaine et du long biceps et au niveau de la bourse sous-accommodée écleidienne, si vous avez déjà analysé les tendons de la corde rotateur, vous n'avez pas trouvé de lésions, revenez. Certainement, vous avez raté quelque chose. Faites les coupes de référence calmement et gardez des hauts vers les bas, d'avant en arrière. Vous allez tomber par quelque chose. Alors, les médecins, comme j'ai dit, ça va rester toujours l'IRM et l'arthroscanner, c'est le gold standard. Et puis après, à partir du moment où nous avons confirmé qu'il y a une rupture transfixiante qui prend pratiquement tous les tendons, les chirurgiens ont besoin de trois éléments, il faut lui dire. Il faut dire au chirurgien l'état de la rétraction du tendon. Le tendon qui est lésé, il est en place ou il est rétracté. Et il y a trois stades de rétraction. Lorsque les tendons, on trace une ligne passant par les milliers de la diaphyse humérale, les tendons restent encore sur la portion latérale, on dit stade 1. Lorsque ça traverse cette ligne, on parle du stade 2. Et lorsque ça arrive au niveau de l'interligne gléno-humérale,
ça dépasse l'interligne glénomérale, on parle des stades 3. Le deuxième élément qu'il faut dire aux chirurgiens, c'est en fait l'état de la volumétrie musculaire. Je prends toujours l'exemple du suprapiné parce que c'est très pédagogique. Regardez toujours, il y a des écoles qui traçaient une ligne entre l'apophyse coracoïde et l'acromion. Mais après, moi, je trouve que déjà, quand on voit que le muscle s'est rétracté, on voit un signal graissé tout autour du muscle. Il y a une atrophie musculaire dans la fosse supraépineuse. Et le troisième élément, ça sera de dire s'il y a une dégénérescence graisseuse ou non. Les dégénérescences graisseuses, en fait, c'est en quatre stades. Ça, c'est le muscle supraépiné. Tout ce qui est noir là, c'est la composante, la composante conjonctive, hein. Et ce qui est blanc là, c'est la composante graisseuse. En fait, vous regardez si la composante graisseuse, c'est vraiment une étude subjective, hein. Vous pensez que cette composante graisseuse est moins de 50%, on dira stade 1. Si la composante graisseuse elle est 50-50 par rapport à la composante conjonctive, on dit stade 2. Si la composante graisseuse est plus de 50%, on dit stade 3. Lorsque c'est vraiment totalement disparu, on dit stade 4. Mais après, le chirurgien a besoin de ces éléments pour pro- bien programmer sa chirurgie ou est-ce qu'il doit récuser la chirurgie. À partir du moment où il y a une évolution dégénérescence graisseuse de grade 3 ou 4, il y a une atrophie musculaire, les chirurgiens peuvent récuser parce que il va opérer, mais après, ça va pas changer grand-chose quoi, pour les patients. Soit la douleur va perdurer, soit il y a la possibilité encore d'engendrer une autre rupture. Sachant que parmi les éléments de contention actifs, il y a quand même toute cette bande du complexe musculaire des coifes de rotateurs qui vont mouler toute l'épaule. Lorsqu'il y a une diminution de la volumétrie musculaire, c'est un élément qui peut être péjoratif pour les chirurgiens. Alors, le deuxième chapitre, et ça sera la capsulite rétractile. En fait, la capsulite rétractile, c'est en fait une inflammation des, de la capsule synoviale de manière diffuse. Et cette inflammation passe toujours par des phases. La phase initiale qui est très douloureuse, où vous avez une hypertrophie vasculaire de la capsule articulaire, qui va conduire plus tard à la formation des adhérences, qui va conditionner cette phase d'enraidissement des fibroses et d'épaississement capsulaire. Pendant la première phase initiale douloureuse, où il y a cette prolifération et l'hypervascularisation synoviale, les patients viennent avec une douleur très intense. C'est là où l'imagerie, elle est très importante parce que plus on prend en charge des patients précocement, plus il y a les risques d'avoir des résultats très satisfaisants. Parce que lorsqu'il y a déjà formation d'adhérence et qu'il y a l'enraidissement, la fibrose, l'épaississement capsulaire, les diagnostics, il est clinique, mais après, on fait quand même des arthros distension, mais les résultats n'est toujours pas satisfaisants. Les patients peuvent garder la phase non douloureuse pendant quelques temps parce qu'on a mis des anti-inflammatoires, des anesthésiants dans l'articulation, mais après quelques temps, les patients nous reviennent. Mais pendant cette phase douloureuse, c'est vraiment où les cliniciens doivent être très prudents, savoir penser à la pathologie et référer les patients chez les radiologues pour poser le diagnostic. Mais quand les patients viennent déjà avec des douleurs importantes, gênant les activités, raideur douloureuse, active et passive, douleur nocturne, c'est vraiment la phase où on n'a pas des très très bons résultats. Alors, je vous avais rappelé tout au début qu'il y avait un tunnel, en fait, une zone anatomique, en fait, qu'on appelle l'intervalle de rotateur, qui contient ces tendons qu'on appelle la longue ponction du biceps. Et la longue portion du biceps, il est renforcé par des ligaments. Il y a les ligaments coraco-huméral et les ligaments gléno-huméral supérieurs. Nous devons chercher ces éléments-là pour voir ces éléments-là, il y a une inflammation de la coiffe de rotateur ou non. Donc, quand la zone capsulo-synoviale est inflammée, il y a épaississement de ces ligaments. Alors, à l'échographie,
Je pense que c'est quand même un peu dur hein, à l'échographie de suivre ça parce que les patients, ils viennent avec un syndrome douloureux, mobiliser l'épaule pour aller bien voir. Je pense qu'on galère nous tous un peu. Mais après, si vous avez une bonne technique, vous arrivez toujours à vous en sortir. Comme conseil, apprenez déjà à rechercher ces ligaments-là chez les patients qui viennent pour de pathologies un peu banales. Mais quand vous allez tomber chez un patient qui vient avec une vraie capsule rétractile, on va les dénicher calmement. Alors, qu'est-ce que nous, on va rechercher? Il faut déjà savoir repérer la longue portion du biceps, les supraépinés et les subscapulaires. On fait des coupes, en fait, axiales sur l'épaule. C'est pas des coupes sagittales, on fait des coupes axiales, vous ressortez les trois tendons. Et puis, entre les deux, vous suivez. Entre les longs biceps et les subscapulaires, il va se passer là les ligaments gléno-huméral supérieurs. Et ces ligaments vont se continuer par cette bande de ligaments coraco-huméral qui va passer devant la longue portion du biceps et va se prolonger par une structure qu'on appelle la câble de rotateur en dessous du supraépiné. Alors, nous, ce qu'on regarde, que ces ligaments soient très épaissis, supérieurs à 4 millimètres, ou cette bande fibreuse qui descend en dessous du supraépiné soit aussi supérieure à 4 millimètres. Parce qu'en fait, à la phase débutante, on peut céder par les Dopplers avec l'hyperémie, mais à la phase de chronicité d'enraidissement, on n'a pas vraiment une réaction inflammatoire très importante. On peut ou ne pas avoir l'hyperémie au Doppler. Seule la taille va nous aider. Donc, on repère les ligaments gléno-huméral supérieurs et les ligaments coraco-huméral. Vous mesurez à l'échographie. Mais après, si l'échographie et informatif, tant mieux parce que ça peut vraiment démontrer l'épaississement. Vous comparez ici, vous voyez la longue portion, ici c'est vide, mais quand vous regardez ici, il y a vraiment un vrai épaississement. Et autre chose, en musculo-squelettique, il faut toujours utiliser les désarticulations, comme ça vous êtes aidé calmement, hein. Sinon, si vous, les patients, il est là, quoi, il a des articulations, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, sauf s'il vient vraiment avec une symptomatologie bilatérale. Là, vous êtes un peu dans la merde. Mais après, quand il vient avec une douleur qui est centrée sur une seule articulation, on peut faire des manières comparatives. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Et puis, ça vous permet vraiment de voir qu'à droite, c'est très augmenté, compartiment à gauche. Au début, on peut toujours céder par cet hyperimmunodoppler, mais qui est un signe inconstant à la phase d'enraidissement, on n'en voit pas. Si vraiment on est limité, on passe à l'IRM ou à l'orthoscanner. L'IRM va nous montrer des signes très importants. Il faut savoir repérer les ligaments coraco-humérales qui sera épaissi. Et l'autre signe, comme l'inflammation concerne quand même la capsule articulaire, il y a un autre élément qui nous aide en fait sur les récessus articulaires. En fait, les récessus axillaires, en fait, il y a un ligament de renforcement qu'on appelle le ligament gléno-huméral inférieur, qui est en fait un élément de renforcement de la capsule axillaire. Donc, quand on voit un comblement ou une anomalie de signal ou un épaississement de ces processus articulaires, c'est un élément de l'inflammation de la capsule articulaire. Ça fait le diagnostic d'une capsule rétractile. À l'état normal, voilà comment on voit ces petits ligaments gléno-huméral inférieurs et qui délimitent le récessus axillaire. Mais quand il est pathologique, vous voyez, très épaissi, anomalie des signaux qui comble même le récessus axillaire. Alors ça, on ne peut que le voir en IRM avec des coupes soit des facettes ou les séquences injectées. En coronal, en plus, il faut le regarder en coronal pour bien visualiser ces images. Et si jamais ces éléments ne sont pas là, on peut toujours se faire aider par d'autres signes un peu inconstants aussi. On peut avoir en dessous de l'acromion, il y a toujours un espace graissé ici qui sera comblé. Je ne sais pas si les images voilà, donc, en dessous de l'apophyse coracoïde, il y a toujours cet espace graissé. En fait, en cas pathologique, on peut avoir ces compléments de cet espace graissé. Ça fait les diagnostics. Quand vous regardez tout autour de ça c'est les longs biceps, tout autour de l'intervalle de rotateur, tout est comblé.
comblement de l'intervalle des rotateurs. Et puis, ce qui va renforcer votre diagnostic, c'est l'injection. Si vous injectez, vous avez une prise de contraste capsulo-synovial diffus. Là, ça confirme le diagnostic. Donc, pour l'IRM, moi, je dirais vraiment l'épaississement du ligament coracohuméral, l'épaississement et les comblements du récessus axillaire. Et les derniers signes, ça sera la prise de contraste capsulo-synovial. Là, ça fait le diagnostic des capsules rétractiles. Et ça, c'est le volet diagnostic. Mais en radiologie, on peut toujours proposer aussi un volet thérapeutique parce qu'en fait, nous, on fait des arthroscanners pour faire des arthrodilatations. Déjà, l'arthroscanner va vous aider aussi pour étayer votre diagnostic parce que quand vous injectez les produits de contraste dans l'articulation, vous allez rencontrer une résistance. Ça confirme vraiment qu'il y a la capsule articulaire, elle est comblée, il n'y a plus d'espace. La volumétrie articulaire a diminué. Et puis après, nous, on met des produits cortisonnés avec un peu d'anesthésie intra-articulaire. On met l'anesthésie dans le frigo pendant 24 heures et puis demain, on associe avec les produits cortisonnés. Et quand les patients y finissent, on l'envoie directement chez les kinés pour aller faire des mobilisations. Et puis, on pense que les patients récupèrent quand même la mobilité articulaire dans un pourcentage assez acceptable. Alors, et puis après, les derniers chapitres, ça sera les pôles instables. Comme je vous ai dit au début, hein, l'articulation de l'épaule, c'est vraiment une vraie une arthrose incongruente parce qu'il y a une disconcordance des surfaces articulaires entre la tête et la glène. Et ce qui fait que la surface de contact entre les deux, c'est que près de 30%. C'est une articulation la plus mobile du corps humain, mais aussi la plus instable. Donc, il sera renforcé quand même par les éléments de contention passif et actif. Et en pathologie, on aura des fois des mobilités anormales et symptomatiques de la tête tumorale durant le mouvement passif de l'épaule. Quand on suspecte une instabilité, c'est la radio qui va nous aider. La radiographie, c'est les mettre vraiment en imagerie ostéo-articulaire. Et donc, pour cette session, je vais juste insister sur l'instabilité antérieure et l'instabilité postérieure. Chaque fois qu'on pensera à l'instabilité antérieure, il faut penser à la lésion du Bankart. Donc, quand vous suspectez une luxation glénomérale antérieure, il faut penser à la lésion des Bankart. La lésion des Bankart va soit intéresser l'os, qu'on appelle lésion des Bankart osseux, soit les structures capsulo-labro-ligamentaires qu'on appellera les lésions des Bankart fibreux. C'est quoi les lésions de Bankart osseux? À l'état normal, voici l'articulation de l'épaule. Ça, c'est la glène, la scapula. Ça, c'est la tête humérale. Ça, c'est la partie antérieure. Nous voyons la coulisse bicipitale, là où siège la longue portion du biceps. On voit les tendons des tendons subscapulaires et sa portion musculaire. Lorsqu'il y a un mouvement traumatique ou lorsqu'il y a AVP, chute sur la main, tout ça, en fait, les rebords glénodiens antérieurs viendront habiter sur la face postéro-supéro-latérale de la tête humérale. Qu'est-ce qui va se passer? Là où le point de contact s'est fait au niveau de la tête humérale, il va se former une encoche qu'on appellera l'encoche de Ilsach ou l'encoche de Malguen. Et les rebords glénodiens antérieurs, lui, va se fracturer. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vient avec de luxation récidivante de l'épaule, il faut regarder, est-ce qu'il n'y a pas de fracture déjà les lésions de Bankart osseux? Regardez sur les radios si vous avez la fracture des rebords glénodiens antérieurs et si vous avez les encoches des Ilsach. En pratique, on se servira toujours de la radiographie avec les incidences de face, hein, les trois rotations nettes, médiales et latérales, l'incidence de l'AMI, mais une incidence qui sera très informative, ça sera les profils glénodiens ou les profils de Bernageau. Alors, les profils de Bernageau, je vous ai mis en image comment ça s'est fait.
Après, nous, on voit vraiment les rebords glénoïdiens. Il faut prouver qu'il y a effectivement une fracture hein, d'un rebord glénoïdien antérieur. Et puis, sur la radio de face, on peut voir l'encoche des malgaines au niveau de la région supérolatérale de la tête humérale. Comment on va évaluer? Chaque fois qu'on va suspecter une lésion de Banca OC, donc une luxation glénomérale antérieure, il faut dire au chirurgien si vous avez la surface de la glène atteinte, elle est plus de 50 elle est plus de 25% ou non. Vous regardez, vous mettez, là, il faut faire un scanner, hein, vous faites un arthroscanner ou un scanner simple. Vous mettez le plomb sagittal. Vous faites ces torrents, en fait, vous comparez cette surface qui est atteinte avec tout le reste du pourtour glénodien. Vous faites les rapports. Si vous avez une atteinte de plus de 25%, ça signifie que le chirurgien va quand même ouvrir, hein, ça sera une chirurgie ouverte. Mais après, lorsque l'atteinte est moins de 25%, le chirurgien peut attendre un peu. En fait, ça, c'est pas notre boulot, en fait. Il faut juste dire au chirurgien, l'atteinte de la surface glénoïdienne, c'est à lui de voir s'il va aller opérer ou ne pas l'opérer. Mais nous, ce sont des lésions qu'il ne faut pas rater, en fait. Démontrer vraiment qu'il y a une lésion de Bankart aussi, une luxation glénoïdienne antérieure avec lésion de Bankart aussi, fracture impaction postéro-supérolatérale de la tête humérale avec l'encoche des Ilsach ou des Malguen. L'arthroscanner ou l'IRM peut toujours nous aider parce que même s'il y a des petites contusions ou il y a juste de petits arrachements, on peut le voir avec les anomalies des signaux des rebords glénoïdiens. Et l'arthroscanner, c'est le scanner hein, qui va vraiment montrer l'arrachement aussi du rebord glénoïdien antérieur. Et l'encoche, il sache aussi, il y a des gens qui pensent qu'il faut faire de mesures, en fait. Pourquoi? Parce que lorsque l'encoche, elle est très importante, comme ici, par exemple, ça peut réquiser la chirurgie. Pourquoi? Parce que ces lésions, en fait, constituent ce qu'on appelle des lésions inguénates. Pourquoi inguénates? Ce sont des lésions dont les caractéristiques des tailles vont prédisposer à une récidive. Donc, les chirurgiens, lorsqu'elle l'atteinte elle est très importante, peut toujours préconiser une chirurgie ou lieu une réduction orthopédique simple. En fait, bon, il faut quand même savoir apprécier ces défects-là. Mais après, il faut toujours parler avec votre chirurgien par rapport à la méthode qu'il lui il préfère. Parce que toi, tu vas dire les défects est plus de 25%. Si tu n'as pas pris de mesures avec la méthode utilisée par les chirurgiens, c'est vraiment une passe-temps. Mais il faut toujours travailler en connivence avec votre chirurgien, savoir en fait, quelle méthode il utilise. Comme ça, quand tu mets des valeurs sur le compte rendu, tu sais que les chirurgiens, il en a vraiment besoin. Donc, l'encoche vraiment peut être très, très importante qu'il faut toujours non seulement apprécier la surface d'atteinte de la glène, mais aussi la surface de l'encoche de ma glène. Ça, c'est à l'IRM, on peut les voir bien. À l'IRM, on est aidé en fait par l'anomalie des signaux, la contusion osseuse en fait tout autour de cette encoche. Mais après, quand elle est très importante comme ça, on ne les rate pas. Si elle est de petite taille, il y a toujours un IRM, cet œdème qui nous aide à la phase aiguë, très importante. OK. Un élément à connaître, c'est très facile de trouver l'encoche du Malguen, mais il ne faut pas les confondre avec l'aspect normal déjà de la partie postérieure de la tête humérale. Déjà, de manière physiologique, au niveau de la partie postérieure de la tête humérale, il y a déjà ces défects en fait physiologiques au niveau du col huméral anatomique. Mais après, c'est fait que l'encoche des Malguen, il est vraiment dans le premier centimètre en fait. Mais ça, il faut un peu descendre un peu jusque là en fait au niveau du col. Mais vraiment, l'encoche, si vous voyez que c'est vraiment dans les premiers centimètres. Donc, mettez toujours vos examens si vous avez fait les scanners ou l'IRM en coupe sagittale, vraiment l'encoche, elle est située. Et puis, il y a toujours un contexte. Vous allez voir la fracture du rebord glénodien antérieur, l'encoche, il y a un épisode de chute, de traumatisme, de fracture. Vraiment, on arrive toujours à s'en sortir, hein. Donc, il y a pas de confusion. Au pire, vous faites une IRM qui va vous montrer un œdème osseux, donc il n'y a pas de doute. Mais faire un lien juste pour vous départager entre l'encoche physiologique, je trouve que on doit quand même se servir de nos éléments sémiologiques de base
qui peuvent nous aider à s'en sortir facilement. Alors, la dernière entité de séjour, ça sera... non, non, pas la dernière entité. Après les lésions de Bankart fibreux, ça sera les lésions de Bankart... après les lésions de Bankart osseux, ça sera les lésions de Bankart fibreux. Parce que comme je vous ai dit au début de la présentation, soit ça sera l'os vraiment qui est atteint, soit ça sera les complexes capsulo-labro-ligamentaires. Donc l'os reste intact, mais la lésion vraiment est au niveau de la brume ou de la capsule articulaire ou des ligaments qui renforcent. Alors, hmm. donc, c'est quoi les lésions des bancards fibreux? J'ai juste illustré par cette image, je trouve ça très pédagogique. En fait, vous avez une désinsertion du labrum, désinsertion du labrum, mais en fait, cette bande jaune-là, c'est le périoste. Vous regardez que le rebord glénoïdien est intact, hein, donc il n'y a pas de fracture, hein. C'est juste le labrum qui est parti. Après, il y a des cas où le périoste reste intact, il n'y a pas de fracture, il y a juste une désinsertion du labrum. Il y a des cas où les périodes restent intactes. Le labrum, non seulement il est désinséré, mais il y a aussi une migration médiale. Donc, en pratique, il faut vraiment savoir regarder, prouver vraiment que au niveau du rebord glénoïdien, il n'y a pas de fracture, hein. Il n'y a pas de fracture. Il y a juste une atteinte du labrum, hein, parce que quand ça venait biter, on peut avoir l'encoche des malgaines, mais ou juste une contusion parce que l'impact fibreux ne peut pas entraîner une fracture. On démontre vraiment l'existence juste d'une lésion labrale. Ça change quand même la prise en charge chirurgicale s'il y a une atteinte osseuse ou juste une atteinte fibreuse. Alors, très important, ne pas confondre hein, en fait ces atteintes labrales avec cet aspect physiologique du récessus sous-labral. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les atteintes du labrum vont intéresser en fait les cadrans en fait antéro-inférieurs, mais tout en sachant qu'au niveau du cadran antéro-supérieur, nous avons un récessus déjà physiologique comme ça. Donc, mettez vos examens en coronal, en sagittal, voir que effectivement cette lésion n'est pas au niveau de la partie supérieure. Si c'est au niveau de la partie antéro-supérieure, c'est un aspect physiologique qu'on appelle les récessus sous-labral. Cet aspect doit être ici, au niveau du rebord glénoïdien inférieur. Alors, ça c'est déjà vu. Alors, la dernière entité des séjours, ça sera les luxations glénomérales postérieures. En fait, c'est l'inverse des lésions de Bankart. On appelle ça aussi lésion des réverses bancaires. Parce qu'en fait, vous regardez la coulisse bicipitale, vous regardez les tendons du subscapulaire. Donc, ça, c'est la portion antérieure. Ça, c'est la portion postérieure. Vous voyez que les rebords glénoïdiens, il vient taper, en fait, il vient taper la tête humérale. Donc, on aura une encoche qu'on appelle l'encoche des macles fines et une fracture du rebord glénoïdien postérieur. En pratique, la radio peut toujours être intéressante parce qu'on peut voir des images des superpositions, en fait, entre la tête humérale et la glène, mais aussi, on peut avoir des élévations de la tête humérale. On a cette image des doubles contours de la tête humérale et on peut démontrer l'existence d'une fracture du rebord glénoïdien postérieur. Donc, vous voyez que cette incidence de Bernager, je pense qu'en radio, si vous suspectez une épaule instable, il ne faut pas s'en passer, hein. Il faut toujours réaliser ça. Ça peut vraiment démontrer la fracture du rebord glénoïdien, soit antérieure, soit postérieure, et vous faites le diagnostic soit d'une luxation postérieure ou d'une luxation antérieure, et vous aidez les chirurgiens déjà, s'ils veulent aller très loin, demander d'autres examens, mais vous pouvez déjà faire les diagnostics avec les radios. Et en IRM, c'est encore plus facile parce qu'on peut vraiment prouver hein, qu'il y a effectivement une atteinte de la glène postérieure, soit une atteinte osseuse, soit une atteinte fibreuse. Et puis, vous pouvez aussi prouver la possibilité de l'encoche et des macles fines au niveau de la tête humérale. En fait, il était
important pour moi de rappeler un peu les trois pathologies fréquemment rencontrées pour l'épaule douloureuse. On avait commencé par les pathologies tendineuses de l'épaule. On rappela les atteintes dégénératives, calcifiantes et non calcifiantes. On a parlé un peu de rupture partielle et l'intérêt de l'arthrose scanner ou du bursa scanner. Je parlais des ruptures transfixiantes dans sa forme complète ou perforative. Et puis, on a dit un mot sur la capsulite rétractile avec les comblements de l'espace de l'intervalle des rotateurs et l'épaississement du ligament gléno-huméral supérieur et du ligament coraco-huméral. Et on a terminé par l'épaule instable en rappelant les luxations gléno-humérales antérieures et gléno-humérales postérieures. Et les autres pathologies, l'arthrose, les lésions tumorales et les lésions infectieuses, je pense que chacun pourra enrichir la littérature plus tard. Je vous dis et je vous remercie. Merci, docteur Amanako, pour votre belle présentation. Merci de nous avoir rappelé que la radiographie garde encore sa place dans l'imagerie de l'épaule douloureuse, surtout lorsqu'elle est couplée à l'échographie, en passant par l'IRM qui peut poser le diagnostic et en chutant sur l'arthroscan qui est le gold standard. Alors, professeur Béa, allô, professeur, vous êtes là? Professeur Béa, votre micro est fermé. Je vous écoute. Oui, professeur. Oui, merci. Euh, Après la présentation du docteur Amanako, nous vous donnons la parole en tant que panéliste. Merci, madame. Merci pour m'avoir donné la parole. Et je félicite le docteur Amana pour sa présentation. Une présentation qui est riche. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais relever seulement quelques points et vous laisser la parole pour que vous puissiez nous poser des questions sur ce que nous faisons sur le plan pratique. Je le félicite parce qu'il a insisté sur la collaboration étroite entre le chirurgien orthopédiste et le radiologue. Il faut qu'ils se voient et qu'ils discutent ensemble de ce qu'il faut faire pour le bien du patient. Et ça, c'est très important. Dans votre topo, vous avez refait le rappel anatomique. Et dans ce rappel anatomique, on voit bien, pour ceux qui nous écoutent, que l'épaule n'est pas une articulation. L'épaule est un complexe mécanique articulaire composé de trois articulations synoviales qui sont de vraies articulations, la sternoclaviculaire, l'acromioclaviculaire et la gléno-humérale. Et c'est la sternoclaviculaire qui relie le membre thoracique ou le membre supérieur au thorax. Si on la sectionne, on enlève tout le membre supérieur ou le membre thoracique. Et il y a deux fausses articulations. C'est la scapulothoracique et l'huméro acromial qui a été appelé l'articulation de Duplay. Parce que au XVIIIe siècle, Duplay a reçu un patient avec une luxation d'épaule. Il a réduit la luxation, mais le patient est resté raide. Il s'est posé des questions pour savoir ce qui était à l'origine de la raideur. Et par malheur, ce patient est décédé d'une insuffisance respiratoire. Et il a fait une dissection. Et à la dissection, il a trouvé que la gléno-humérale était normale, mais par contre, il y avait de la fibrose au niveau de la région sous-acromiale. Et c'est là qu'il a sorti le terme de périarthrite scapulo-humérale, qu'on ne peut plus sortir aujourd'hui. Bon, on en parlera dans la discussion.
Deuxième problème, l'épaule est différente de la hanche. Comme vous l'avez bien rappelé, nous revoyons les bases anatomiques. Dans ces bases anatomiques, nous avons les bases osseuses. Nous comparons les bases osseuses de l'épaule à celles de la hanche. On voit bien, vous l'avez bien relevé dans votre topo. Nous avons la tête humérale qui s'articule avec la glène qui est à peu près plate. Nous avons une rétroversion de 30 degrés de la tête humérale, vous l'avez dit. Mais nous avons aussi une rétroversion de la glène de 7 degrés. Et la congruence articulaire est renforcée par le bourrelet. Vous en avez parlé dans votre topo sur les lésions de Bankart. Et donc, l'articulation de l'épaule est comparable à une bille qu'on pose sur soucoupe. Et lorsqu'on mobilise la soucoupe, la bille sort. Alors que pour la hanche, c'est comme si on mettait une bille dans un bol. Lorsqu'on bouge le bol, la bille ne bouge pas. Donc, comme vous l'avez dit aussi, l'épaule est mobile mais instable. C'est pour ça que la position dite de la statue de la liberté, qui est la liberté de l'homme, mais c'est la position de l'instabilité de l'épaule. Parce que l'épaule est instable dans cette position. Et nous avons les bases ligamentaires. Dans les bases ligamentaires, vous avez bien parlé de ligament coraco-huméral. Vous avez parlé de ligament gléno-huméral supérieur. Le ligament gléno-huméral moyen, qui sont en avant, séparés par le foramen de Weitbrecht. Et vous avez le ligament gléno-huméral moyen et le ligament gléno-huméral inférieur, séparés par le foramen ovale de Rouvière. Et c'est là que nous avons la luxation, souvent les luxations d'épaule. Mais la chirurgie arthroscopique nous a montré aujourd'hui que le ligament gléno-huméral inférieur n'est pas seulement en avant, mais ce ligament se comporte comme un U, comme un hamac, et il va aussi en arrière pour renforcer l'articulation de l'épaule. Et du point de vous avez parlé de l'intervalle de rotateur. Dans l'intervalle de rotateur, vous avez bien situé cet intervalle qui est situé entre la partie supérieure de subscapulaire et la partie antérieure de supra-épineux, qui est occupée par le ligament gléno-huméral supérieur, vous l'avez dit, le ligament coraco-huméral. Vous avez cité aussi le tendon du long biceps, mais vous avez oublié la capsule. La capsule est très importante aussi là-dedans. Et vous en avez parlé dans la capsulite rétractile en disant que ça réduit bien cet intervalle de rotateur, qui est une notion qui a été sortie par nos collègues anglo-saxons. Base musculaire, nous avons le muscle subscapulaire en avant, qui est rotateur médial, et le supraépineux, qui n'est pas, comme on le dit dans les anciens bouquins de médecine, un starter de l'abduction, mais les travaux biomécaniques nous ont montré que c'est un centreur de la tête humérale. C'est pour ça que vous nous avez montré une radio avec une ascension de la tête humérale dans les ruptures massives de la tête, dans les ruptures massives de supra-épineux. Et en arrière, nous avons l'infra-épineux, le petit rond. Donc, ils constituent tous la preuve de rotateur. Et dans la clinique, nous avons pour
tous ces muscles, des tests, mais on en parlera dans la discussion. Je cède la parole à ceux qui nous écoutent pour qu'ils nous interrogent et nous reviendrons là-dessus pour en parler. Je ne veux pas être trop prolixe. Je m'arrête là. Merci, professeur. Merci pour votre intervention. Alors, nous passons la parole à l'Assemblée. S'il y a des questions, des interventions, vous pouvez lever la main, demander la parole autrement. On vous la passe. Ah, allô, je peux Des poser une questions, question? oui. Oui, Oui, allez-y. bonsoir à Allez-y. tous et merci au docteur Amanak encore une fois pour sa présentation. L'épaule, il a touché pratiquement toutes les modalités, hein. La radiographie, l'échographie, l'IRM et le scanner, l'arthroscanner. C'est très bien, mais j'aimerais dire que l'échographie est surtout utile pour la pathologie, donc les pathologies de la coiffe de rotateur, parce qu'on est quand même limité pour étudier les articulations. Bon, il n'a pas parlé, vous n'avez pas parlé de l'arthropathie acromioclaviculaire, qui est quand même une cause des douleurs. Quand on ne trouve rien au niveau de la coiffe des rotateurs, il faut toujours aller examiner cette articulation. Et très souvent, d'ailleurs, le patient va vous indiquer que c'est là qu'il a mal avec votre sonde quand vous passez. Concernant l'espace, l'intervalle des rotateurs, là-dessus, c'est un mot que vous n'avez pas touché non plus et je vais poser après la question au docteur Béat. Qu'est-ce que vous faites des tendinopathies de la portion horizontale du long biceps? Est-ce que vous les sectionnez pour soulager le patient ou bien vous préférez un traitement médical? Euh, et Ouais. vers la fin, concernant les pathologies du labrum, il y a quand même un diagnostic différentiel qu'il faut faire avec le complexe de Beaufort. Moi-même, je suis déjà tombé dans un piège. J'ai décrit une pathologie du labrum. Quelqu'un m'a repris avec beaucoup de bienveillance pour me dire que c'était un complexe. Quand je lis, de quoi s'agit-il? Ici, le complexe, je suis en train de lire, hein. C'est une variante congénitale du labrum glénoïdien, dans lequel le labrum antérosupérieur est absent en position 1 et 3 heures et le ligament gléno-huméral moyen est épaissi en forme de cordon. Donc, on doit faire attention à ça, sinon on peut attribuer, n'est-ce pas, des lésions du labrum aux gens qui ont cette variante du normal. Donc, voilà des observations. La question était adressée au professeur Béat concernant le tendinopathie de la portion horizontale du long biceps. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est l'attitude actuelle? Merci. Vous pouvez Professeur, répondre? Oui, oui. Lorsque le patient vient nous voir pour des douleurs antérieures de l'épaule, à l'examen clinique, et notamment à la palpation, si vous palpez la coulisse bicipitale, vous réveillez la douleur. Et donc, vous comprimez le tendon du long biceps dans la coulisse bicipitale. Il y a un adage qui dit un tendon du long biceps qui pleure, c'est la coiffe qui souffre. Si la tendinopathie est isolée et la coiffe est intacte, je demande à ce qu'on fasse une infiltration. Mais si on constate
un tendon du long biceps effiloché au niveau de la partie horizontale, comme vous l'avez dit, on peut réaliser une ténotomie. Nous avons essayé aussi de faire parfois des ténodèses parce que certains patients peuvent se dire ils sont gênés par la boule. Donc, ils ont ce qu'on appelle le bras de Popeye ou de Nadal. À ce moment-là, on fait une ténodèse. Mais après la ténodèse, on a constaté qu'ils ont quand même mal. Et c'est pour ça qu'on réalise parfois une ténotomie simplement par voie arthroscopique. S'il y a une lésion de la coiffe associée, on suture la coiffe. Et j'ai répondu à votre question, monsieur. Oui, c'est docteur Kankou qui vous posait la question, docteur B, J'ai bien professeur B. reconnu la voix. Oui, et c'est bien. Oui, Ouais. j'admets que les lésions, n'est-ce pas, de la coiffe particulièrement quand le sous-scapulaire est concerné, il faut toujours aller voir si la longue portion du biceps n'est pas entraînée dans cette partie, surtout sa luxation, sa subluxation. D'ailleurs, Ouais. quand on regarde à l'écho ou à l'IRM, qu'il y a une luxation, une subluxation du long biceps qui n'est plus dans la gouttière bicipitale, il faut absolument aller regarder le sous-scapulaire s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce n'est pas nécessairement le supraépineux qui serait donc lésé, mais les deux lésions sous-scapulaires et long biceps sont souvent associés. Ouais. Oui, mais Voilà. pourquoi le tendon du long biceps est luxé? C'est tout simplement parce que le ligament Transverse. Transverse. huméral transverse est rompu. Ouais. Non, c'est bien. Hmm. Bon, un petit Merci complément aussi, beaucoup. un petit complément par rapport aux questions qui ont été posées. Effectivement, docteur Kampoura, je suis vraiment d'accord avec vous, hein. Déjà, par rapport aux variantes anatomiques, hein, bon, la présentation prenait quand même beaucoup d'entités nosologiques. C'est difficile de rappeler tous les petits détails. Les biforts complexes, c'est un élément vraiment très important. C'est un piège hein, à ne pas tomber. Pour un débit, quand tu commences à trouver les lésions labrales, si tu n'es pas attentif, tu peux prendre ça pour une lésion labrale. Mais en fait, c'est juste une absence en fait de la bombe entre inner et 3R, effectivement, qui est compensée par l'hypertrophie du ligament gléno-huméral inférieur. Mais il faut avoir vu, comme ça, prochainement, tu tombes pas. À la limite, tu mets en coupe sagittale pour ne pas tomber. Et le deuxième piège aussi, c'est les récessis sous-labrales. C'est comme ça, moi, à l'IRM ou l'arthroscanner, je mets toujours les coupes sagittales. Comme ça, je sais que j'ai mon rayon. Je sais voir le 1h, 2h, 3h, machin. Comme ça, tu tombes vraiment pas facilement au piège de variantes, des variantes anatomiques. Et concernant les pathologies du long biceps, c'est tout à fait. Donc, le long biceps, sa portion verticale qui coulisse dans la gouttière bicipitale, en fait, il est fermé, en fait, les ligaments transverses, en fait. Donc, lorsque vous avez une luxation du long biceps, c'est que les éléments de fixité sont partis. Donc, il faut forcément regarder si vous avez aussi une lésion du subscapulaire, souvent associée. Donc, si les subscapulaires n'est pas atteinte, on peut pas avoir des subluxations, en fait, du long biceps. Je suis tout à fait vraiment d'accord. Et au prof BA, c'est toujours un plaisir de partager les plateaux avec un anatomiste. Merci pour le complément et les rappels anatomiques faits pour votre première intervention. Merci, docteur Ramanako. J'ai Oui, aussi une professeur? question. Oui, allez-y. Le docteur Amanako s'est interrogé sur le type de test que nous réalisons quand nous recevons le patient en consultation.
je voulais répondre pour lui dire que nous avons deux types de tests. Le premier test cherche un conflit sous-acromial. C'est ce qu'on appelle le test de NIR. Puisque vous avez dit tout à l'heure qu'au niveau de l'espace sous-acromial, donc le contenant devient plus petit que le contenu. Vous avez dit que le supraépineux augmente de volume et cause des douleurs. Et donc, nous avons des tests de conflit qui peuvent être causés par l'aspect de l'acromion. Souvenez-vous de la classification de Bigliani sur les acromions en crochet ou qui frottent sur le supraépineux. Dans ce cas-là, nous allons, du point de vue chirurgical, raboter l'acromion. Les autres tests, ce sont les tests propres aux muscles eux-mêmes. Nous avons le test pour le muscle scapulaire. Nous avons le test pour le muscle supraépineux, infraépineux et petit rond. Donc, nous distinguons les deux. Merci, professeur. Merci pour ce complément. Alors, docteur Beaumanet, je vois une main levée. Vous avez la parole. Oui. On, on ne vous entend pas bien, docteur Beaumanet. Euh, Oui, je allez-y. t'appelle. Oui, allez-y. Oui, je disais, je remercie beaucoup docteur Junior pour cet exposé, mais aussi les compléments du prof, parce que ça va beaucoup nous aider dans la pratique. Une petite préoccupation J'ai juste une petite préoccupation parce que lorsqu'il a parlé de la rupture de la coiffe des rotateurs, il a soulevé la notion de l'involution graisseuse ainsi que de l'atrophie musculaire. Alors, c'était un peu flou. D'abord, je voulais savoir si cette notion-là, c'est sur la classification des gouttaliers, parce que à ce niveau, je sais qu'il y a aussi une classification des gouttaliers. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a expliqué là-bas, parce que c'était un peu flou, et puis avec la connexion qui posait problème. Et si c'est ça, et quels sont vraiment les éléments concrets, parce que je me suis toujours dit, comme on fait disons, une seule épaule, comment on peut dire, par exemple, qu'ici, il y a atrophie musculaire parce qu'il n'y a pas l'épaule de comparaison comme nous faisons à l'écho. Alors, je voulais vraiment que le docteur Junior puisse nous expliquer à ce niveau-là concrètement ce qu'il fait dans la pratique. Ok. Bon, Merci. en pratique, quand on fait l'épaule, on fait toujours une seule épaule, hein. Quand je récupère ça, tac, tac. En pratique, quand on fait des secondes, il va récupérer les ruptures transfixiantes. Tac, les ruptures transfixiantes. Tac, tac, très assez vite. Alors, en pratique, quand on fait l'épaule, on fait toujours une seule épaule. Déjà, pour l'atrophie musculaire, sachant que ce sont des éléments en fait qui vont aider les chirurgiens déjà pour opérer, soit récuser la chirurgie, ou même s'ils décident d'opérer, sachant que son intervention n'a pas beaucoup de chances d'avoir des résultats satisfaisants. L'atrophie musculaire, on n'a pas besoin forcément d'avoir une autre pôle. Il faut juste
avoir un plan sagittal, que ce soit à au scanner ou à l'IRM. C'est-à-dire, à l'IRM, il faut utiliser les séquences T1, mais sans FATSAT. C'est-à-dire que les terrains, les séquences T1 où on n'a pas saturé la graisse. La graisse reste blanche. Nous, ce qu'on regarde, quand vous regardez par exemple ça, la fosse sous les épineuses, donc ça, c'est le muscle infraépiné, ça, c'est le muscle supraépiné. Dans la portion conjonctive musculaire, en fait, elle est noire, mais toute cette portion à l'intérieur, c'est la portion graisseuse. Nous, ce qu'on va regarder, vous comparez la volumétrie de la portion musculaire et la volumétrie de la portion graisseuse. Comme ici, on sait que c'est moins de 25%. Mais si, par exemple, vous avez beaucoup de composantes graisseuses égales à égales avec la composante musculaire, vous dites grade 2. Ça commence à gêner au stade 3 lorsque la portion graisseuse qui est blanche là devient beaucoup plus importante par rapport à la composante musculaire. Là, si c'est vous estimez en fait entre 50 et 75%, c'est les grades 3. Si c'est vraiment globalement graissé, vous dites stade 4. Sachant que ces éléments sont les éléments de renforcement de l'articulation de l'épaule. Donc, si vous opérez une épaule parce qu'il y a une rupture de la coiffe avec les éléments de contention qui sont pratiquement défaillants, donc visiblement, il y a la possibilité d'avoir encore une rupture plus tard. C'est juste ça le message à retenir. L'atrophie, on peut bien l'apprécier. Moi, je sais pas si c'est la classification des bouteilliers, je vais vérifier. Mais moi, l'atrophie, j'ai dit soit l'atrophie, elle est modérée, soit elle est sévère. Donc ici, vraiment, vous voyez que c'est un décollement du plan osseux. On voit bien la bande graisseuse qui enroule tout autour la portion musculaire. Donc, il y a une atrophie musculaire sévère. Et puis, mais la dégénérescence graisseuse est de moins de 25%. Donc, moi, c'est comme ça que j'apprécie et j'ajoute à ça la rétraction tendinaise. Et puis, c'est au chirurgien de voir, en fonction de ça, l'âge du patient, les éléments, la rupture, elle est transfixiante ou elle est partielle, et tous les éléments associés. La rétraction est de type 1, 2 ou 3. L'involution, l'atrophie musculaire, elle est modérée ou sévère. Et puis, la dégénérescence graisseuse, elle est de type 1, 2, 3 ou 4. Et c'est au chirurgien, en fait, de décider s'il y va ou il y va pas. Mais après, moi, vraiment, j'utilise la classification visuelle en comparant la composante musculaire et la composante graisseuse. Pardon. Puisque vous avez tendu la perche au chirurgien, je peux répondre. Tout à fait, professeur. Allez-y, Et donc, professeur. moi, j'utilise toujours la classification de Gouttalier pour la recherche de la dégénérescence graisseuse musculaire. Parce que du point de vue biomécanique, au niveau de l'épaule, nous avons des structures stabilisatrices statiques et des structures stabilisatrices dynamiques. Parmi les statiques, nous avons l'os, le point de vue osseux. Nous avons la pression négative intra-articulaire. Nous avons le labrum du glénoïdien. Excusez-moi, professeur. Docteur, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Je peux fermer le mien? Docteur Baumann et ferme le sien. Merci, professeur. Vous pouvez continuer. Allez-y, Vous professeur. Vous m'entendez? pouvez. Oui, allez-y, oui. Oui, non, mais je disais que cette notion de dégénérescence graisseuse musculaire est très importante, comme l'a dit notre orateur, hein, sur le plan pratique en clinique, puisque nous avons des structures stabilisatrices de l'épaule qui sont statiques et des structures stabilisatrices de l'épaule qui sont dynamiques. Les statiques, c'est l'osseux. Nous avons la pression négative intra-articulaire. Nous avons le labrum glénoïdien, le ligament gléno-huméral supérieur. Nous avons cité le ligament coraco-huméral et la capsule.
Et du point de vue dynamique,